temps de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice tous les mardis. Bonjour, bienvenue dans l'émission Droit et Justice sur la géniale des radios Taxi FM. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité qui concerne donc le rôle des députés et des sénateurs en lien avec le Parlement et la 5e République. Vous savez que le Togo est entré de plein pied dans la 5e République depuis l'adoption par les députés le 25 mars de la nouvelle constitution. La gestion efficace des affaires publiques sous la 5e République, c'est bien le thème de notre émission d'aujourd'hui, Droit et Justice sur Taxi FM. Mais bien avant, nous parlerons également de la journée du 16 juin et consacrée à la célébration de la journée de l'enfant africain. Bienvenue sur la géniale des radios. Avec Hugues Vigneault-Attico. Droit et Justice, l'émission qui fait la promotion des droits humains. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet d'actualité qui concerne donc les affaires de la gestion des affaires de la cité, les affaires publiques. Et les députés ont un rôle majeur à jouer, de même que les sénateurs, puisque vous le savez, nous sommes entrés de plein pied dans la 5e République et il nous faut faire un zoom, un focus sur le rôle des députés et des sénateurs dans la 5e République. Avec Samiroudine Orosama, il est le responsable, on va le dire ainsi, le juriste défenseur des droits humains et président de l'association ICJVE. Samiroudine Orosama, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent un peu partout à travers la ville de Lomé et ses environs. C'est toujours un plaisir de les retrouver et essayer de partager avec eux nos petites connaissances en lien avec les questions des droits humains. Et beaucoup plus sur les questions de démocratie, de renforcement de l'état de droit et tout ce qui contribue à ce que chacun de nous en tant que Togolais nous puissions travailler main dans la main pour que le Togo que nous voulons de demain soit un Togo meilleur. Et justement, nous allons parler de démocratie, de bonne gouvernance et également de la gestion des affaires de la cité aujourd'hui avec le thème de cette émission. Mais bien évidemment, vous êtes également défenseur des droits humains et à ce titre, vous présidez une association ICJVE qui fait donc dans la promotion donc des droits des enfants et comme on le sait, le dimanche 16 juin dernier, le Bureau international des droits des enfants a célébré la journée de l'enfant africain, une occasion spéciale pour mettre encore une fois en lumière la mission qui est donc de concrétiser les droits des enfants à risque ou des enfants victimes de violences et ceux en contact avec le système de la justice. Alors, Samiroudine Orosama, au Togo, quelle est la situation des enfants, des adolescents et des jeunes, et puisque vous travaillez véritablement également et sur ce secteur, on va dire, de ces enfants-là qui sont des êtres vulnérables, vous y accordez une attention particulière. Quelle est la situation de ces enfants, de ces adolescents, de ces couches qui sont vulnérables? Je pense qu'il faut reconnaître les efforts qui ont été déployés par les plus hautes autorités de notre pays au cours de ces dernières années. Vous savez, quand vous jetez un coup d'œil au niveau de notre sous-région, vous vous rendrez compte que sur un certain nombre d'aspects, notamment sur les questions d'éducation, sur les questions de santé, sur les questions d'alimentation, sur les questions de responsabilité. D'ailleurs, nous avons fait
un certain nombre de progrès. C'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voulons être véritablement au regard donc des différentes responsabilités contenues dans la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, qui est une particularité africaine. Parce que quand vous jetez un coup d'œil sur l'instrument juridique international, le principal d'ailleurs, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, vous vous rendrez compte que là-bas, le traité n'a prévu que des droits qui sont reconnus aux enfants. Alors que vous savez qu'en Afrique, nous accordons une certaine importance sur la responsabilité des uns et des autres. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire vis-à-vis de ses parents? Qu'est-ce qu'un enfant doit faire vis-à-vis de sa communauté? Qu'est-ce qu'un enfant doit faire vis-à-vis de l'État? Donc la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, dont le Togo fait partie, puisque notre pays l'a ratifié, d'ailleurs même le Togo fait partie des premiers pays africains ayant ratifié cette convention internationale. Et donc dans la transposition de ces mesures-là, nous avons aujourd'hui un certain nombre de tests, notamment le Code de l'enfant, qui est une mesure phare véritablement, qui internalise toutes les obligations donc de notre pays en termes de droits, mais également en termes de responsabilité des enfants. Pourquoi est-ce qu'il est important de revenir sur cela? Parce que quand vous regardez un peu aujourd'hui, notamment avec l'évolution des nouvelles technologies de la communication, de l'information, beaucoup plus avec la prolifération des réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'en réalité aujourd'hui nous faisons face à un certain phénomène de laisser aller. Vous voyez même des enfants, des jeunes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, des enfants qui tiennent des propos je dirais beaucoup plus déplacés, des propos irrespectueux, alors qu'en réalité les différents instruments nationaux et internationaux préconisent que l'enfant ait une attitude responsable, non seulement lorsqu'il se retrouve dans le cadre de la cellule familiale, donc au sein de la famille, mais également lorsqu'il se retrouve dans sa communauté. Par exemple, quelqu'un qui se trouve à Djidjolé, ou quelqu'un qui se trouve, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui se retrouve à Gbelepedo, quelqu'un qui se retrouve à Sotoboua, quelqu'un qui se retrouve par exemple à Dapaon, cet enfant qui se trouve dans ce cadre, dans cet environnement de vie, doit pouvoir adopter un certain nombre de comportements responsables. Et pour que l'enfant adopte un certain nombre de comportements responsables, il faut que dès le bas âge, c'est-à-dire au niveau de la cellule familiale, qu'on lui inculque un certain nombre de valeurs. Voilà. Et on a remarqué que ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité des parents. Les parents ont abandonné leur responsabilité d'éducation des enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir des enfants qui s'adonnent à un certain nombre de pratiques sur les réseaux sociaux, un certain nombre de pratiques dans la communauté. Des enfants qui tiennent des propos, on ne dirait pas qu'en réalité, ils sont issus d'une famille, des propos irrespectueux, des enfants qui sont en conflit avec la loi, des enfants voleurs, des enfants violeurs, des enfants bandits, des enfants qu'on retrouve dans des situations où on ne devrait pas retrouver des enfants. Ce qui nous inquiète et nous fait croire qu'en réalité, malgré les efforts qu'on a eu accomplis au cours de ces dernières années, les défis restent énormes. Et cela appelle à la contribution de toutes les parties prenantes, en commençant par les parents. C'est vrai que l'État a son rôle à jouer. L'État a l'obligation de mettre en place le cadre qui permet à ce que les enfants s'épanouissent. Je prends juste un exemple. Sur le plan de l'éducation, l'État a l'obligation de pouvoir développer les infrastructures scolaires, c'est-à-dire de pouvoir créer des écoles à proximité du cadre de vie des enfants, de pouvoir doter ces infrastructures ou ces localités-là du personnel enseignant de qualité, de pouvoir apporter un certain nombre d'accompagnement. Vous avez vu cette question de scolastique qui permet à ce qu'on puisse prendre soin des enfants lorsqu'ils sont malades, cette question de cantine scolaire. Donc, je prends juste cet aspect éducatif pour vous montrer qu'en réalité, l'État, quoi qu'on dise, essaie bien que mal de pouvoir développer, de pouvoir implémenter ce qui lui revient en termes d'obligation, mais le réel problème aujourd'hui reste l'abandon de la responsabilité des parents au sein de la cellule familiale. Alors, je voulais vous demander dans quel domaine spécifique les efforts restent-ils encore à faire? Dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons un cadre juridique adéquat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le secteur de la justice pour mineurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, tous les secteurs, le secteur des violences faites aux enfants, nous avons un cadre juridique qui est bien en place, avec
les moyens qui sont en train de développer par les plus hautes autorités, c'est-à-dire le gouvernement, avec la contribution des organisations de la société civile, notamment les ONG, notamment les associations, les groupes organisés, et certains parents d'ailleurs, essaient également d'apporter leur contribution pour que cela soit une réalité. Sauf que mais c'est vrai, c'est bien de pouvoir développer un cadre juridique adéquat. C'est vrai également que l'État puisse mettre à disposition des moyens pour concrétiser les droits des enfants. Mais si, en amont, les parents qui sont les premiers responsables de ces enfants ne jouent pas pleinement leur rôle. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, et je vais décevoir beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir, on ne fait pas les enfants en désordre. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet, vous définissez les objectifs. C'est aussi une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité, c'est une question de disponibilité, c'est une question de temps. Parce que pour éduquer un enfant, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens véritablement. Parce que vous ne pouvez pas aligner des enfants alors que vous avez du mal à subvenir comment l'appelle-t-on, à l'alimentation des enfants. Vous avez du mal à envoyer les enfants à l'école. Fort heureusement aujourd'hui, l'État a mis des moyens dans ce sens-là pour que l'école devienne gratuite. Mais vous ne pouvez pas continuer à faire des enfants alors que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins élémentaires, fondamentaux de l'enfant, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de logement, en termes de quoi? En termes d'alimentation, vous n'avez pas les moyens et vous mettez cela sur le dos de l'État. Alors qu'en réalité, l'enfant, c'est de votre responsabilité. Mais lorsque l'enfant se trouve dans une situation de vulnérabilité, parce que vous avez fui votre responsabilité, l'État récupère l'enfant véritablement pour pouvoir en prendre soin. Donc aujourd'hui, il faut que les gens se mettent dans la tête que lorsque vous décidez de faire un enfant, ça devient un projet. C'est-à-dire que vous devez avoir une vision, vous devez avoir des objectifs, donc un objectif général, des objectifs spécifiques. D'ici 5 ans, qu'est-ce que je veux que mon enfant devienne? D'ici 10 ans, d'ici 15 ans, c'est-à-dire c'est une projection. Vous ne pouvez pas faire des enfants dans le néant. Donc pouvoir avoir de son temps, parce que l'argent seul ne éduque pas les enfants. Vous allez voir des parents qui sont en 2 avions, des parents qui sont au bureau, ils laissent les enfants à la maison, devant la télé, les enfants regardent n'importe quoi. Ils mettent à la disposition des enfants de 10 ans, de 15 ans, des androïdes. Les enfants vont sur de n'importe quoi, des sites internet et tout ça là. Donc les enfants développent des comportements inciviques, des comportements qui sont anormaux véritablement par rapport à l'idéal qu'on voudrait que l'enfant doit avoir. Donc c'est un paquet d'éléments qui doivent concourir à ce que l'enfant évolue dans un cadre familial adéquat, parce qu'en réalité, la principale éducation est donnée à la maison. La principale éducation se donne à la maison. L'école ne vient que compléter. C'est-à-dire que quand vous ratez à la maison, l'enseignant qui passe quelque temps avec l'enfant, comment voudrez-vous que l'enseignant, au-delà de la transmission de la connaissance à l'enfant, puisse lui transmettre un certain nombre de valeurs? Parce que vous avez raté la base véritable, et ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez voir des enfants sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens, en train d'insulter les autorités. Ce que vous ne pouvez pas permettre chez vous. Parce qu'aujourd'hui, quel parent aimerait que son enfant tienne des propos irrespectueux à son endroit? Même si l'enfant se trouve dans une position de droit, quel parent aimerait que l'enfant puisse tenir des propos salissants, des propos irrespectueux, des propos désobligeants, que l'enfant puisse avoir une attitude irrespectueuse véritablement vis-à-vis de sa personne? Aucun parent, vous ne verrez pas. Mais pourquoi est-ce que vous voulez expliquer ce qui n'est pas explicable? Que cet enfant qui a l'obligation, au regard de nos différentes thèses, notamment le Code de l'enfant, la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, de pouvoir se comporter de manière exemplaire vis-à-vis des institutions de la République, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État. Quand on dit l'État, c'est tout un ensemble. Donc, les institutions de la République, le gouvernement, ceux qui incarnent, les personnes qui incarnent donc comment l'appelle-t-on, la vie nationale de notre pays. Donc, le président de la République, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, et tout ce monde-là doit pouvoir, aux yeux des enfants, avoir un respect minimum. C'est-à-dire que même si vous devez revendiquer un certain nombre de droits, vous devez tenir des propos respectueux. Vous devez avoir un comportement responsable vis-à-vis de ces personnalités-là publiques qui incarnent donc la vie publique de notre pays.
Dernière question concernant donc la situation des enfants. Est-ce que finalement les mécanismes de protection des enfants sont-ils suffisants au Togo? Bien évidemment. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui tous les textes que nous avons ratifiés au plan international, la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, comment l'appelle-t-on, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, vous avez ce qu'on appelle le comité, comment l'appelle-t-on? Oui. Je pense, si je ne me trompe, le comité des droits de l'enfant. Donc, c'est un mécanisme qui a été développé dans le cadre de ce traité-là. Au niveau donc de la Charte africaine des droits, il y a aussi un mécanisme. Et de façon transversale, vous avez les pactes internationaux également qui renferment certains aspects liés à la situation des adolescents, des enfants, des jeunes, qui font que, périodiquement, ça peut être 3 ans, 4 ans, le Togo présente un rapport sur ce qui a été fait en termes de mise en œuvre, sur ce qui a été fait en termes de mesures, sur les défis que nous devons relever. Et devant un comité, ça peut être un comité des experts, ça peut être un comité entre pairs, c'est-à-dire que les autres pays qui examinent notre pays sur un certain nombre d'aspects, et qui émet un certain nombre de recommandations vis-à-vis de notre pays pour améliorer la situation des droits de l'enfant dans notre pays. Donc ces mécanismes-là sont actifs. Au plan national, vous avez également un certain nombre d'institutions. Vous avez entre-temps un mécanisme qui a été mis en place qui est le 10-11, qui consiste donc à dénoncer un certain nombre de pratiques, donc en termes de violences qui sont faites à l'égard des enfants, avec la volonté politique qui a été affichée par les plus hautes autorités de notre pays, et aussi la disponibilité, l'accompagnement technique et financier des partenaires donc de notre pays, donc les organisations internationales intervenant sur les questions des droits de l'enfant. Ce mécanisme-là est efficace. Vous avez le ministère en charge de la protection de l'enfance qui a également un certain nombre de directions. La direction générale de l'enfance, vous avez dans les localités, vous avez ce que à l'époque on appelait affaires sociales. Aujourd'hui, nous avons action sociale qui intervient sur un certain nombre de questions. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, en termes de réalisation des droits de l'enfant, en termes de veille citoyenne pour l'effectivité des différentes obligations du Togo, au plan international, au plan africain et au plan national, notamment sur la base donc du Code de l'enfant, qui est même en relecture depuis quelques temps déjà, pour essayer d'intégrer un certain nombre d'évolutions concernant donc la situation des droits de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a des avancées notables qu'on peut constater, qui sont perceptibles véritablement, mais nous disons, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers, et que nous devons travailler à faire en sorte que qu'il n'y ait plus un enfant dans la rue, qu'il n'y ait plus un enfant qui soit en conflit avec la loi, qu'il n'y ait plus un enfant qui sort et qui n'ait pas, comment l'appelle-t-on, la possibilité de pouvoir manger véritablement, parce que ces réalités dont je vous cite, c'est une réalité commune. Vous retrouvez cela dans tous les pays africains. La plupart des pays africains, même dans les pays développés, vous allez retrouver également de ces cas-là. Sauf que le degré n'est pas le même. Mais d'ici et là, et je trouve que nous sommes sur la bonne voie. Nous pourrons faire des choses incroyables s'il y a une mobilisation générale autour de cela. Et ce qu'on peut retenir, c'est de mettre les parents devant leurs responsabilités. Absolument. Pour que les parents puissent véritablement s'occuper, bien évidemment, de leur progéniture. Voilà ce que nous pourrons dire pour cette journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. Revenons donc au sujet qui nous réunit véritablement cet après-midi dans l'émission Droit et Justice, c'est le rôle des députés et sénateurs dans la gestion efficace des affaires publiques, les affaires de la cité sous la Ve République. Et vous le savez, sans doute, les députés ont acté la nouvelle constitution qui fait basculer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et acte la disparition de l'élection du président de la République au suffrage direct. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la fonction des députés et le rôle, surtout dans un régime parlementaire. Alors on le sait que le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place et le jeudi dernier, le 28 juin dernier, eh bien, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adedje Sevon,
a procédé donc à la clôture de la première session ordinaire de l'année, conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er de la Constitution. Et c'est parti donc pour un mandat de 3 ans, puisque les nouvelles dispositions de la de la nouvelle Constitution de la 5e République ont prévu cette fois-ci que le mandat des députés soit de 3 ans renouvelables. De 6 ans. De 6 ans, bon, le bureau est élu pour 3 ans. Le bureau est élu pour 3 ans, mais les députés ont une fonction, une mandature de 6 ans. Alors, d'abord, ce changement constitutionnel qui acte le Togo du régime présidentiel à un régime, on l'appelle aussi régime semi-présidentiel. Voilà, vous, en tant que défenseur des droits humains, mais également en tant que quelqu'un qui s'occupe des questions de gouvernance, de démocratie, quelle appréciation faites-vous déjà de ce changement qui est intervenu? Je voudrais dire un certain nombre de choses. Quand vous regardez l'histoire de nos pays africains, est-ce que ce soit un régime parlementaire, que ce soit un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel, et tout ce que vous voulez, est-ce que cela est issu de notre culture? Toutes ces pratiques constitutionnelles sont importées. Oui. Toutes ces pratiques constitutionnelles, c'est l'héritage donc du colon. C'est l'héritage donc des métropoles, véritablement. Donc, qu'on choisisse tel régime ou tel régime, en réalité, par principe, cela ne cause aucun problème, puisque nous ne pouvons pas nous targuer d'une appartenance quelconque vis-à-vis de cette panoplie de régimes. Donc, en réalité, le débat qui se fait aujourd'hui sur l'opportunité de tel régime ou tel régime, je pense que c'est un faux débat. Du moment où un pays souverain décide à un moment donné de l'histoire de sa vie d'opter pour un régime politique, de l'essayer, de voir ce qui est lieu d'améliorer véritablement, et que la procédure qui a été adoptée pour changer un régime X à un régime Y est conforme aux dispositions qui sont prévues dans le cadre des tests qui régissent le fonctionnement de la République, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, au-delà... Beaucoup évoquent la Constitution de 1992. Mais la Constitution de 1992, est-ce qu'elle est arrivée comme ça ex nihilo? Quand vous regardez, la plupart des dispositions sont inspirées du droit français, donc de la Constitution française, donc du régime politique français. Donc ce n'est pas de l'apanage togolais, ce n'est pas une propriété typiquement togolaise. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut changer ou on peut ne pas changer. Ça reste de l'opportunité politique. Donc quand vous regardez un peu et que vous voyez ce qui a été fait depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale et toutes les crises politiques que nous avons connues depuis lors, et toutes les mésententes et toutes les querelles politiques que vous pouvez apercevoir, vous vous rendrez compte qu'en réalité, qu'est-ce qui oppose les acteurs politiques? C'est la fonction du président de la République. Tout le monde veut accéder à ce poste-là. Tout le monde veut accéder à cette fonction, autant pour moi. Tout le monde veut être président de la République. Quand vous regardez les pays africains aujourd'hui, toutes les crises que nous connaissons dans la sous-région sont liées à la fonction du président de la République. Alors, si, après plus de 60 ans d'indépendance, nous avons expérimenté un certain nombre de régimes, nous avons remarqué qu'il y a des choses que nous pouvons parfaire et que nous pourrions expérimenter un autre régime qui peut ne pas être meilleur véritablement, qui peut ne pas avoir l'assentiment de tous les acteurs. Parce qu'en réalité, en politique, vous ne pouvez pas avoir l'unanimité. C'est pourquoi ce qui est intéressant en démocratie, c'est que si la majorité décide que vous allez prendre cette direction, mais vous prendrez cette direction, quoi qu'il advienne véritablement. Donc, en réalité, ce qui se fait, ou ce qui s'est fait véritablement, c'est de l'opportunité politique. Donc, nous sommes sur un terrain politique. Donc, si, à un moment donné, ceux qui ont la destinée de notre pays, au regard d'un certain nombre d'observations et de faits, voient qu'en réalité, ce qui convient à notre pays, c'est de basculer de telle
un régime à un autre régime, de pouvoir l'expérimenter et de pouvoir tirer toutes les leçons possibles, je pense que nous ne pouvons que saluer cette réforme-là et que nous l'expérimentons et voir ce qui va advenir véritablement. Parce que les autres régimes que nous avons adoptés, cela nous a amené où? C'est des discussions sur des discussions, c'est des compromis sur des compromis, c'est des accords politiques sur des accords politiques. Alors qu'en réalité, le développement d'un pays, ce n'est pas seulement sur le plan politique. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à discuter politique, alors que nous avons d'autres défis sur le plan économique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé et tout cela. Mais il ne faut pas rester dans une situation de fragilité permanente. Il faut qu'il y ait une stabilité. Est-ce que le fait que ce changement constitutionnel adopté déjà le 25 mars cristallise les tensions, est-ce que ce n'est pas le fait que l'élection du président de la République au suffrage direct est supprimée dans cette nouvelle constitution? Mais c'est de bonne guerre que les gens manifestent leur mécontentement. Moi, je ne vois aucune surprise. Mais comment vous voulez que tout le monde soit unanime? C'est-à-dire que 113 personnes décident de la vie de près de 8 millions de personnes. Excusez-moi, ceux qui élisent les représentants du peuple, les députés de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas togolais? Les populations qui élisent ou qui ont élu les 113 députés qui nous représentent aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne sont pas togolais. Mais ils sont minoritaires par rapport à la grande frange de la population, puisque ce n'est pas une élection au suffrage direct. Maintenant, un député qui porte sa voix sur un candidat pour le poste du président du Conseil des ministres ou pour le poste du président de la République, ce député a derrière lui un électorat. C'est quand vous prenez les 113 députés, on voit le nombre de voix qu'ils ont obtenues dans chaque circonscription. Ça veut dire que ce député-là a derrière lui une certaine légitimité, une certaine légalité pour pouvoir parler au nom du peuple. Parce que la Constitution est claire. Lorsqu'on est élu, on devient le député de la nation. On représente la nation tout entière. C'est pourquoi en droit on dit tout mandat impératif est nul. Vous ne pouvez pas représenter une portion de la population. Vous ne pouvez pas représenter un groupe de la population. Vous représentez le peuple togolais. Donc vous légiférez, vous contrôlez et vous participez donc à la gestion des affaires publiques au nom du peuple togolais. Vous avez vu, quand les députés adoptent la loi, c'est au nom du peuple togolais qu'ils adoptent les lois. Ce n'est pas au nom d'un parti politique, ce n'est pas au nom d'une frange de la population qui est mécontent par rapport à ce qui est fait. Et moi, je trouve ça normal. C'est ça qui fait c'est ça la vivacité de la démocratie. C'est ça la vivacité donc de l'état de droit. C'est ce qui fait... si vous êtes dans une nation où vous avez une pensée unique, il n'y a pas de pensées plurielles, où vous n'avez pas des opinions plurielles, mais sur quoi vous allez capitaliser pour améliorer les choses? Il faut qu'il y ait certaines personnes qui soient contre. Mais c'est de leur droit. Ils n'ont qu'à manifester. Ils n'ont qu'à manifester leur mécontentement. Ils n'ont qu'à exprimer leur réserve par rapport à ce qui est fait véritablement. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas avoir l'unanimité dans la société. Même dans la famille, on n'a jamais eu l'unanimité. Même dans nos associations, dans nos partis politiques. Il n'y a jamais eu l'unanimité. C'est pourquoi à un moment donné, vous allez voir la plupart des partis politiques de l'opposition, s'ils ne sont pas d'accord par rapport à un certain nombre de mesures qui ont été prises, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent le parti. Comme vous allez voir aujourd'hui, la plupart des acteurs politiques qui animent la vie politique de notre pays, le gars, celui qui préside la FDR, il était de quel parti? Il était du CAR. Il était du CAR. Qu'est-ce qui a fait qu'il a quitté le CAR? C'est parce qu'il était contre un certain nombre de décisions qui ont été prises par le bureau exécutif. Il n'était plus en accord avec... il n'était plus en accord. Mais celui qui dirige l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, il était de quel parti? Il était avant de l'UFC. De l'UFC. Mais après, il est parti créer un parti. C'est parce qu'il n'était pas d'accord. Mais d'autres étaient d'accord par rapport à la décision qui a été prise. Mais la plupart des partis... Mais la plupart que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas été d'accord par rapport à un certain nombre de décisions. Est-ce qu'on les a empêchés de créer leur parti? Mais l'État pouvait leur interdire cela. Mais on les a laissés libre choix. Parce que nous sommes animés par l'esprit de la pluralité de pensée. Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens dire qu'ils sont contre. Laissez les gens manifester. De toute façon, nous avons les institutions de la République.
qui régissent le fonctionnement donc, de notre pays, qui prennent un certain nombre de décisions conformément à la Constitution. Si ces institutions adoptent des tests, si ces institutions prennent un certain nombre de décisions, et qu'un groupe d'individus faisant partie d'une association disent qu'ils ne sont pas contre, et qu'on les reçoit, qu'on les écoute, qu'on essaie de les comprendre, qu'on recueille leurs préoccupations, qu'on essaie d'intégrer un certain nombre de leurs préoccupations, qu'on essaie de les rassurer. Si malgré ça, ils disent qu'ils ne sont pas contre, mais vous voulez leur faire quoi? Mais laissez-les continuer à manifester, et on le voit à exprimer leur opinion. On le voit si bien. Des acteurs de la vie politique et des acteurs de la société civile continuent par manifester contre l'adoption de cette nouvelle constitution. On l'a vu dimanche dernier avec un groupe donc d'acteurs de la société civile qui ont encore manifesté. Alors, on le voit si bien, le changement de la constitution de la 4e à la 5e République, le passage de la 4e à la 5e République, on voit le rôle majeur que l'Assemblée nationale a joué. Alors, occasion donc de faire un zoom sur la fonction de l'Assemblée nationale et également de relever quelques caractéristiques de la différence entre un mandat électif et déjà une fonction de nomination. Je vais vous dire une chose, et je pense que nous, en tant que Togolais, nous devons nous cultiver davantage. Nous devons aller à la recherche de l'information. Parce que c'est inadmissible que les gens puissent avoir une pensée assez limitée sur ces questions-là, de mandat électif, de fonction nominative, où on confond les choses à la fois. Mais, au Togo, nous avons combien de mandats électifs? Pour être un conseiller régional, vous devez vous soumettre au suffrage universel. Vous devez vous soumettre donc au vote. Pour être conseiller municipal, vous devez vous soumettre au vote. Ouais. Pour être président de la République, vous devez vous soumettre au vote. Bon, désormais, pour être, comment l'appelle-t-on, président du Conseil des ministres ou président de la République, il faut se soumettre de façon indirecte. Et tout ça là, ces éléments ou ces fonctions que j'ai citées sont des fonctions électives parce qu'on permet à la population de pouvoir s'exprimer, de choisir celui qui aura la destinée de telle fonction ou telle autre. Maintenant, est-ce que le poste de ministre de la République est un poste électif? Non, c'est une fonction de nomination. Est-ce que le poste de, comment l'appelle-t-on, de préfet, est-ce que le poste de, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Est-ce que le poste de directeur général d'une société est un poste électif? Parce qu'il y a eu tellement de débats sur le fait que quelqu'un soit à un poste ministériel pendant 10 ans, quelqu'un soit à un poste ministériel pendant 15 ans. Mais, Monsieur Hugues, je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, je candidate pour être président de la République et je suis élu en tant que président de la République, mais j'ai eu une certaine... comment l'appelle-t-on, une certaine amitié, une certaine collaboration, parce qu'à un moment donné, nous avons eu à travailler sur un certain nombre de choses au cours des années, pendant des années, autant pour moi, et que je vous fais appel, parce que je trouve en vous une personne à qui j'ai confiance. Le peuple m'a donné un mandat, le peuple m'a élu, donc je jouis d'une certaine légalité, d'une certaine légitimité, donc c'est moi qui doit rendre compte au peuple en tant que président de la République. Le ministre ne doit pas rendre compte au peuple. Le ministre participe donc à la réalisation de la vision du président de la République, à la réalisation du projet de société du président de la République. Donc le ministre doit rendre compte à qui? Au président de la République. Et le président de la République doit remettre en jeu son mandat, parce qu'à un moment donné, lorsque vous sollicitez un nouveau mandat de la population, qu'est-ce que vous faites? Vous devez présenter le bilan au cours de ces 5 dernières années. Lorsque nous vous avons confié, premièrement, le mandat, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, tous ces ministres-là qui travaillent sous moi contribuent à la réalisation de ma vision, de mon projet de société que j'irai vendre en retour au cours des prochaines élections. Ça veut dire, autant de fois que j'aurai confiance en vous, Monsieur Hugues, je vous nommerai ministre autant de fois que je voudrais. C'est l'exemple du Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye. Parce que ce n'est pas un poste électif, c'est une fonction nominative. Et donc, et pour cela, il n'y a pas un profil qui est établi. Aucun texte de la République ne dit que pour être ministre, il faut avoir un doctorat. Ou pour être ministre, il faut avoir fait de telles études, il faut avoir de telles expériences. Non,
la fonction de ministre est une fonction politique. C'est comme ça. Alors, au-delà, on dit par exemple que les fonctions de président des institutions, c'est une fonction nominative, mais là, les critères sont établis. Quand vous prenez la CNDH, pour être membre de la CNDH, il y a des critères qui ont été établis. Pour être membre de la APLUSIA, il y a des critères qui ont été établis. Pour être membre de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, il y a des critères qui ont été établis. Sur la base de cela, si vous remplissez les critères, il y a certaines personnes, la loi organisée de telle sorte que ces personnes soient élues par l'Assemblée nationale et d'autres soient nommées par le président de la République. Donc si vous élisez cela, si vous réunissez tous ces critères, autant pour moi, en tant que président de la République, j'ai les prérogatives nécessaires pour vous nommer à ce poste-là, pour vous nommer à cette fonction. Donc autant de fois que je voudrais, je vous nommerai ministre parce que j'ai confiance en vous, parce que je suis satisfait du travail que vous faites. Donc que les gens ne soient pas surpris quand vous prenez aujourd'hui Joe Biden. Il a fait toute sa vie en politique. Aujourd'hui, le jeune qui est en train de d'émerveiller en France, qui est en train de faire des exploits, Jordan Bardella, il n'a même pas une licence. Il a été élu pour la première fois à l'âge de 19 ans, député européen. Donc, c'est-à-dire qu'il ne vit que de la politique, il ne fait que de la politique. Donc, ces personnes-là, il va enchaîner sa vie en tant que politique. Il va occuper les fonctions politiques, il va occuper les postes politiques. Et demain, s'il devient Premier ministre de la France, il va nommer ses proches à des postes de ministre. Parce qu'il a confiance en eux, parce qu'il partage un certain nombre d'idéologies et tout ça là. Donc, en réalité, il faut que les gens se mettent en tête que pour être ministre, ce n'est pas un recrutement. Pour être ministre, ce n'est pas un profil prérequis. Ce n'est pas un profil préétabli pour dire que, amenez vos dossiers, on va essayer d'analyser, on va essayer de juger pour voir si vous répondez. Non, la seule personne qui a le pouvoir, les prérogatives nécessaires de nommer et de te destituer de ta fonction de ministre, de ta fonction de Premier ministre, c'est le président de la République qui jouit d'une légitimité, d'une certaine légalité, à ne pas confondre avec la fonction élective. Et je vais vous dire une chose encore. Pour être ministre, ce n'est pas pour venir chercher du travail, ce n'est pas pour les chômeurs. C'est-à-dire que si vous voulez travailler, vous avez une qualification précise. Aujourd'hui, je suis juriste parce que j'ai fait le droit. Je pratique le droit parce que je suis juriste. Pour chercher un travail, je ne vais pas dire que non, les autres occupent des postes de ministre, pourquoi on ne me nomme pas? Non, ce n'est pas pour pouvoir trouver du travail. Si je veux trouver du travail, je vais aller chercher un travail qui correspond véritablement à mes compétences. À ton profil. Donc aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent cela et qu'on se concentre sur l'essentiel. Si vous êtes contre la vision de certaines personnes parce qu'ils ont une vision pour le pays, proposez ce que vous avez. Dites non. Si on vous met à leur place, qu'est-ce que vous allez faire pour que la population puisse être située? Parce que pour moi, aujourd'hui, il ne suffit pas de sortir pour dire mais monsieur, vous êtes ministre depuis 15 ans, vous êtes ministre depuis 20 ans, mais qu'est-ce que vous proposez? Alors là, on a compris qu'il n'y a pas véritablement d'amalgame à faire entre ces deux mandats, le mandat électif et la fonction de nomination. Alors, et les attributions des députés, c'est là où je voudrais qu'on s'appesantisse véritablement. Vous pouvez quand même nous décliner quelques attributions donc des députés, puisque je parlais donc du rôle majeur joué par les députés dans le vote donc de la loi de la nouvelle constitution. Je vous disais entre-temps, lors de mon dernier passage dans vos studios, qu'en réalité, il faut que le peuple se réveille et le peuple doit prendre conscience du pouvoir qu'il a entre ses mains. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas sortir élire un député, lorsqu'il est élu dans une circonscription de Djatmanga, ou il est élu dans une circonscription de Sotoboua, ou je n'en sais quoi, lorsqu'il finit d'être élu, il devient député du peuple. C'est-à-dire que vous l'élissez ou pas, il devient le député du peuple. Donc aujourd'hui, nous avons 113 députés qui représentent la nation togolaise tout entière. Il n'y a pas un député de Kara dedans. Il n'y a pas un député de Sokodé. C'est vrai qu'ils ont été élus dans des circonscriptions précises parce que c'est cela la loi. C'est comme ça la loi électorale organisait les choses. Mais lorsque vous êtes élu, vous devenez député, la première fonction que vous avez, c'est de représenter le peuple tout entier. C'est de représenter la nation tout entière. Donc aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas les députés des localités.
nous avons les députés de l'Assemblée nationale qui représentent le peuple, la nation tout entière. Même si les députés portent des couleurs politiques. Bien évidemment. L'Assemblée nationale, c'est l'intérêt du peuple qui est au-dessus. Donc, vous laissez ces histoires d'appartenance pour travailler donc à l'intérêt général. C'est parce qu'en réalité, les institutions travaillent pour ce que l'intérêt général soit sauvegardé. L'intérêt général est plus important que nos intérêts d'individus, nos intérêts particuliers. Alors, quand vous prenez la Constitution aujourd'hui, quand vous regardez, je vais vous donner juste un exemple. Vous regardez le titre 2 qui parle de l'organisation des pouvoirs constitués. Avant, regardez un peu la Constitution antérieure. Le premier pouvoir est... Vous avez vu, ce n'est pas fait par le hasard. Mais le Parlement vient en première position. Cela voudrait dire que le Parlement est ce qu'on appelle la clé de voûte. Le Parlement est ce qu'on appelle la clé de voûte donc, de l'organisation de l'État. C'est, si on peut le dire ainsi, c'est la matrice autour de laquelle rôdent les différentes institutions, les différentes... les différentes structures, les différents démembrements de l'État. C'est-à-dire que c'est le faux milieu. C'est lui qui donne c'est lui qui donne la voix. Celui qui donne c'est lui qui donne l'appel. C'est vraiment un organe capital. C'est un organe fondamental. C'est pourquoi il était important que les populations se mobilisent davantage pour que ces représentants du peuple aient beaucoup plus de légitimité, beaucoup plus de légalité. Et on a vu lors des dernières élections législatives qu'il y avait eu beaucoup de désistements, je crois bien. Oui, vous savez vous savez également que ce n'est pas une particularité. Oui. Vous avez vu même dans les démocraties les plus vivaces, les plus citées en exemple, le taux d'abstention est toujours comme ça. Voilà. Les populations ne sortent plus davantage, alors qu'en réalité, nous sommes en train d'aller vers le développement, nous devons sortir davantage pour cela. Alors, le premier rôle, c'est le rôle de légiférer la loi. C'est-à-dire que, vous voyez, pour qu'un seul ressort des caisses de l'État, il faut que la loi de finances soit adoptée. Donc, en réalité, qui adopte la loi de finances? C'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale, même si elle est d'initiative gouvernementale. Même si l'initiative appartient donc au président du Conseil et tout ça là. Donc, c'est légiférer les lois. Donc, il y a les lois organiques, les lois ordinaires et tout ce que les traités que nous adoptons, les engagements du Togo. C'est l'Assemblée nationale qui est au cœur de cela. C'est l'Assemblée nationale qui adopte ces lois-là. Donc, le pouvoir de légiférer les lois. Et ensuite, nous avons le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Donc, en réalité, aujourd'hui, ce contrôle est renforcé parce que le président de l'Assemblée, l'Assemblée nationale peut destituer le président du Conseil des ministres dans des conditions précises définies par la Constitution. L'Assemblée nationale peut destituer le président du Conseil et tout cela. Et donc, l'action du gouvernement, c'est de faire en sorte que les ministres soient également écoutés, viennent s'expliquer sur un certain nombre de domaines d'intervention dont ils ont à leur charge. Si les députés du peuple remarquent qu'il y a un problème dans un domaine précis, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans une localité précise, et que tout ce qui arrive relève donc de la compétence donc de ce ministre, donc de son département ministériel, on le convoque. Ça peut être une question qui lui est adressée, ça peut être une invite à venir à l'Assemblée nationale, une question orale, et qu'il puisse expliquer davantage, parce que les députés doivent rendre compte donc au peuple par rapport à ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la constitution qui a été adoptée fait en sorte que l'Assemblée nationale qui constitue la première chambre et le Sénat qui constitue la deuxième chambre, je ne veux pas qu'on rentre beaucoup plus dans les sphères juridiques. Je veux qu'on aille dans les pratico-pratiques pour qu'on explique que les gens comprennent. Donc, le président, l'Assemblée nationale élit donc le président du Conseil des ministres qui est issu donc de la majorité parlementaire. Et c'est même le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui est le président du Conseil. Le texte constitutionnel est clair là-dessus. Pour élire le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès pour élire le président de la République et tout cela. Donc c'est une fonction qui s'est ajoutée. Cela voudrait dire qu'ils ont un rôle majeur. Désormais, il n'y aura plus de premier ministre
en tant que tel. Il y aura un président du conseil, il y aura un président de la République. Il y a certaines compétences qui sont dévolues au président de la République. Contrairement à ce que les gens disent que le président de la République, lui, se limite à l'inauguration des, comment l'appelle-t-on, des chrysanthèmes. Non, mais c'est un faux débat. Mais c'est même dans le libellé des fonctions du président. Absolument. Donc le président de la République également, c'est un nombre de compétences qui lui sont dévolues. Le président du Conseil des ministres, je pense qu'en réalité, cette figure que nous avons est plus pratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est issu d'un parti qui a une certaine légitimité, une certaine légalité, qui puisse être là et qu'il voit directement ce qui se fait par rapport au ministre qu'il a choisi d'être au gouvernement. Je pense que ça donne une certaine responsabilité beaucoup plus accrue au président du Conseil. On avait un président, un premier ministre avant d'aller au président de la République. Donc maintenant c'est direct quoi. C'est-à-dire que le président du Conseil donne des orientations directes. Le président du Conseil interpelle directement les membres du gouvernement et tout ça là. Et donc les parlementaires, c'est-à-dire que nous avons les sénateurs, on sait dans quelles conditions ils sont mis en place également. Les députés à l'Assemblée nationale également. Cet ensemble-là fait en sorte que le système dans lequel nous sommes retrouvés, la figure dans laquelle nous sommes, il n'y aura pas de bruit parce que il y a un parti politique qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça nous permet d'avoir une certaine stabilité, véritablement, contrairement à ce que nous avons pu voir par exemple en Afrique du Sud lors des élections précédentes. Mais beaucoup disent que pour les sénateurs, que c'est pas véritablement très important. Quel est le rôle qui est dévolu à ces sénateurs-là? Mais quand vous regardez un peu, le Sénat a été prévu même par la Constitution de 1992, sauf qu'il n'a jamais été mis en place. Aujourd'hui, on supprime carrément la fonction du président de la République. Donc il faut qu'il y ait un Parlement composé de 2 chambres. Dans la plupart des démocraties, c'est ce que nous voyons. Ailleurs, on parle de haute classe et de basse classe. La France, qui est dont nous nous inspirons également, le Sénat, véritablement. Un certain nombre de pays, notamment de ceux qui ont connu le régime parlementaire. C'est-à-dire que quand vous prenez les pays comme l'Italie, quand vous prenez les pays comme l'Afrique du Sud et tout ça là, c'est le mécanisme qui permet véritablement d'assurer une certaine force donc du Parlement. C'est-à-dire quand on dit que nous sommes dans un régime parlementaire, il faudrait que le Parlement soit le pilier. Pour qu'il soit le pilier, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une diversité en termes de composition. Donc, ce qui est important, c'est que nous puissions avoir un Sénat, parce que nous avons organisé les élections régionales donc ces conseillers régionaux-là, parmi eux, il y a 2/3 des sénateurs qui vont être élus. C'est eux qui vont élire les 2/3 des sénateurs véritablement. Donc, c'est de bonne guerre que les régions aussi soient représentées dans une entité qui est le Sénat. C'est vrai qu'un tiers va être nommé par le président de la République, mais sur la base d'un certain nombre de critères véritablement. Donc, c'est tout un ensemble. Il faut pas prendre, comment l'appelle-t-on, en aparté la question du Sénat et en aparté la question de l'Assemblée. Tout va avec, c'est un ensemble, ça constitue ce qu'on appelle le Parlement, et ce n'est pas une invention togolaise. Dans la plupart des pays dont nous nous sommes inspirés, il y a également ce système qui marche véritablement. Je pense qu'il est de bonne guerre qu'on puisse véritablement expérimenter cela. Parce que j'entends les gens dire que c'est une gabegie financière, que cela alourdit les tâches, comment l'appelle-t-on ? Le budget. Le budget de l'État. Mais ceux qui seront au Sénat, ils ne sont pas des Togolais. Alors, on sait que dans la situation actuelle, nous avons 108 députés venus du parti UNIR. Nous avons 5 autres députés qui sont repartis pour certains partis politiques de l'opposition, mais 2 ont décidé de ne pas siéger. Là également, c'est un autre mécanisme à suivre. Quelle sera maintenant la contribution citoyenne au travail parlementaire? C'est pourquoi je dis
en réalité, le pouvoir est détenu par les populations. C'est-à-dire que les populations ont cette prérogative d'interpeller les députés sur ce qui ne marche pas dans leur localité. Les députés ont cette prérogative d'interpeller parce qu'ils ont porté leur voix sur leur personne. Donc si je suis dans la circonscription... L'interpellation se fera comment? L'interpellation se fera de divers ordres. Si nous sommes un groupe organisé, nous savons le député de notre localité, nous l'interpellons, nous rédigeons une note que nous portons à sa connaissance. Nous nous déplaçons pour aller, nous faisons une délégation. Aujourd'hui, vous savez que la société est tellement bien organisée. Nous avons les CDQ, les CVD, nous avons les associations, nous avons les OSC et tout ça là. Tous ces groupes organisés doivent pouvoir se mettre ensemble pour qu'il y ait un contrôle citoyen beaucoup plus efficace, pour qu'il y ait une interpellation beaucoup plus renforcée, donc des élus au niveau des différentes circonscriptions électorales, pour qu'un certain nombre de problèmes que nous rencontrons dans nos localités soient portés au niveau de l'Assemblée nationale, que les députés puissent interpeller donc les membres du gouvernement, que les députés puissent avoir des réponses concrètes. S'il y a un problème à résoudre, que les dispositions idoines soient prises pour régler ce problème-là, que de rester à toujours se lamenter, à toujours se dire que rien ne va et tout ça là. Je pense que c'est un faux débat. Il faudrait que chacun dans la société joue son rôle véritablement, que nous puissions agir en tant que patriotes, parce qu'en réalité, avant de demander qu'est-ce que l'État a fait pour moi, mais qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? En fait, c'est la question que nous devons nous remettre en cause quotidiennement, parce qu'en réalité, tous ceux que vous voyez aujourd'hui, qui sont allés à l'étranger, qui ne font que peindre en noir tout ce qui se fait dans notre pays, alors qu'ils ne proposent véritablement, ils ne proposent pas grand-chose, même si des avancées sont accomplies dans un certain nombre de domaines, ils ne diront rien. Tous ces personnes que vous voyez dans la diaspora, qui sont allés parce qu'ils arrivent à gagner quelque chose, ils pensent que c'est déjà la fin, ils ne remettront pas pied au Togo, ils tiennent des propos désoltants, ils tiennent des propos qui appellent donc à la révolte, qui tiennent des propos irrespectueux véritablement. Ces personnes-là pensent que c'est fini pour eux, alors qu'en réalité, même dans la religion, l'islam, le christianisme, Dieu a dit qu'en réalité, les choses changent également. Mais ils veulent que les choses changent. Qu'est-ce qu'ils proposent? Parce qu'en réalité, quand vous prenez les pays occidentaux, la plupart de ces pays-là, mais nos frères qui vont à l'étranger, ils sont recrutés par quoi? Par les sociétés privées. Ils sont recrutés dans le privé. Donc l'État seul ne peut pas absorber tout ce que vous voyez comme demandeurs d'emploi. C'est pourquoi, depuis quelques années, les autorités se sont lancées à la dynamisation du secteur privé, à l'industrialisation de notre pays. Même si nous avons les ressources minières, même si nous avons les ressources naturelles, nous n'avons pas les capacités, la compétence, les technologies nécessaires pour pouvoir jouir pleinement. Donc c'est pour cela, il faut faire venir les investisseurs pour que ces investisseurs font ce qu'on appelle le transfert de compétences, de technologies, et qu'on puisse créer d'emplois. On a commencé avec la plateforme d'Adetikopé. D'autres investissements vont poursuivre, et il faut faire comprendre à nos concitoyens qu'en réalité, l'État ne peut pas absorber tous les demandeurs d'emploi. Mais l'État peut faire en sorte que le secteur privé soit dynamique et que nos concitoyens, que nous puissions trouver de l'emploi, que nous puissions nous réaliser sur notre pays. Et il faudrait, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur la planète, parce que Dieu l'a dit, si vous êtes né au Togo, c'est parce que Dieu a voulu que vous vous attachiez à cette terre. Donc, quel que soit ce qui se passe, même si nous avons le droit de dire des choses qui ne vont pas, de dénoncer, il faut également proposer. Il ne faut pas dire, il ne faut pas tenir des propos qui maudissent votre terre natale. Il ne faut pas tenir des propos qui font en sorte que vous prenez votre pays comme de la poubelle, comme votre pays ne fait rien de bon, parce que vous avez trouvé une place à l'étranger et tout ça là. C'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise attitude, et nous devons corriger cela. Parce que cette terre-là nous appartient à nous tous en tant que Togolais, et c'est ensemble, main dans la main, que nous arriverons à bâtir la cité que nous voulons. Voilà, c'est ensemble que nous arriverons à bâtir la cité que nous voulons. Merci à vous, Samir Ouro-Sama. Je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance. Merci d'être passé nous expliquer encore les fonctions des députés et des sénateurs sous la coupole de la 5e République. Je rappelle qu'en première, nous avons parlé également donc de la journée de l'enfant africain. Merci Samir Ouro-Sama. On se reverra la prochaine fois. Ce sera toujours avec plaisir pour expliquer
les questions problématiques des droits humains. Voilà. C'est toujours un plaisir pour moi et bien de choses à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à Francis Daï pour la mise en onde de cette émission avec Justo Agbevé, l'émission Droit et Justice. Rendez-vous mardi prochain sur les questions des droits humains. Salut.